De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle. Nous sommes le 8 septembre 2017 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, vous le savez, qui dorénavant, chaque vendredi, vous propose toute l'actualité high-tech avec quelques modifications pour cette rentrée dans De quoi je me mêle. On va en parler dans un instant. Tout à l'heure, Victor Jakimovic sera là. Il viendra nous présenter des objets connectés qui ne servent à rien. Mais vous le savez, en général, ce qui ne sert à rien est indispensable. On verra si c'est le cas tout à l'heure avec Victor Jakimovic. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle, à tweeter De quoi je me mêle, à nous retrouver aussi sur 01nettv.com, sur rmc.fr pour la version audio et sur YouTube. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et ce De quoi je me mêle débute avec une nouveauté, les amis. Dorénavant, pour débuter De quoi je me mêle, on vous proposera le club de la presse IT, mais qui évolue. Ça va être un club de la presse IT avec du débat. Parce que c'est vrai que tout au long de la semaine, sur 01nettv.com, on traite l'actualité, mais de manière factuelle. Là, on va prendre un peu plus le temps, à l'approche du week-end, et essayer de comprendre en fait toutes ces technologies qui nous entourent. Donc beaucoup de monde autour de cette table, si vous êtes avec nous en vidéo. Et j'espère en tout cas que ce premier rendez-vous vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je le disais à la fois sur la page Facebook, sur Twitter, mais aussi sur YouTube. On est là aussi pour vous, donc j'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Éric Le Bourlou est là. Salut Éric. Bonjour. Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net.com, qui dorénavant sera là très régulièrement dans De quoi je me mêle. Pépé Garcia est là aussi. Pépé, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Salut. Et dans ce De quoi je me mêle, on laissera aussi la parole à, non pas forcément des journalistes, mais aussi des personnalités du numérique qui, par leur background, qui, par leur historique, ont des choses à nous raconter, parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans tous ces sujets. Et pour la première, je suis très heureux et très honoré d'accueillir Rafi Aladjian. Bonjour Rafi. Bonjour. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Rafi Aladjian. Déjà, honte à vous. Mais Rafi Aladjian est un serial entrepreneur de la tech qui exerce dans ce domaine depuis très longtemps. On ne va pas donner la date parce que ça ne sert à rien. Ouais. Mais Rafi a créé l'un des tout premiers fournisseurs d'accès à Internet. C'était en quelle année ça, Rafi ? 94. 94. Vous vous rendez compte ? À l'époque, les modems faisaient bling, bing, bong, bing, bong, bing, 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 les trucs comme ça. On restait 2 heures pour voir une page s'afficher. C'était génial. Alors, Rafi a fait ça. Il a créé aussi le tout premier objet connecté au monde. C'est Nabastag, c'est ce petit lapin, regardez, il est là. Eh bien voilà, Rafi est le papa de ça. On va en parler tout à l'heure, parce qu'évidemment, on va évoquer des sujets qui le concernent. Et puis après, il y a eu Sense, avec Mother, qui était aussi un système très élaboré d'objets connectés. Rafi, on est ravis de vous accueillir ici. Moi aussi, je suis ravi. Dans l'actu cette semaine, dans De quoi je me mêle, 2 sujets qu'on va évoquer avec toute la team de ce De quoi je me mêle. La reconnaissance vocale, elle est, j'allais dire, sur le bout des lèvres de tout le monde, sans mauvais jeu de mots, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On en a parlé à l'IFA, Google Home, Alexa, Siri, Cortana, Orange même, qui s'apprête à lancer un système de reconnaissance vocale qui s'appelle Django. Alors, cette reconnaissance vocale, est-ce que c'est une vraie révolution, comme dans les films de science-fiction, ou est-ce que c'est encore un truc qui va terminer dans un tiroir ? Écoutez, avec toutes les personnes qui sont autour de cette table, on va essayer d'avancer sur ce sujet. Et puis, deuxième actu qui nous intéresse, c'est Apple et l'iPhone. Alors, on ne va pas beaucoup parler de ce nouvel iPhone dont les rumeurs commencent à grossir sur le web, mais plutôt s'intéresser en fait aux fuites. Depuis plusieurs semaines, on sait quasi tout, pratiquement tout sur ce nouvel iPhone. Pourquoi ? Comment se fait-il en fait que, on ait toutes ces informations qui sont listées sur le web ? Est-ce que c'est Apple qui orchestre tout ça ? Est-ce que peut-être, tout simplement, Apple ne peut pas gérer la fabrication de millions de téléphones à quelques jours de leur sortie ? Là encore, l'expertise de nos invités va nous aider. Bienvenue donc. On va commencer, Eric, par cette tendance de l'objet connecté auquel on parle. Voilà, moi, je suis en train de tester à la maison Google Home. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de tester ce genre de choses. Moi, ça me pose plein de questions. Aujourd'hui, j'allume les lumières de mon salon avec Google Home. Ça marche plutôt bien. Bon, la dernière fois, j'ai voulu écouter du Rihanna. Il m'a appelé Rihanna. Donc là, quand même, c'est un peu un problème. Elle a confondu. Alors, je n'ai pas le numéro de téléphone de Rihanna, mais ça pose quand même quelques petits problèmes. Rafi, un mot sur... on va vous donner la parole pour débuter. Les objets connectés et surtout la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle qu'on ajoute à tout ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, non ?
Oui, ça existe depuis très longtemps. Tu parlais de Nabastag tout à l'heure. Allez, on va se tutoyer, ça sera plus simple. En 2006, dans Nabastag, on avait déjà de la reconnaissance vocale. Et à Nabastag, on pouvait lui dire « donne-moi la météo » et il donnait la météo. Par contre, on ne pouvait pas faire des phrases élaborées comme tu serais gentil de me dire quel temps il fait demain ». Il ne comprenait pas ça. Oui, il fallait dire « météo aujourd'hui ». Voilà, météo aujourd'hui et des choses comme ça. Donc, il y a eu des tas de progrès dans l'intelligence artificielle et le machine learning qui fait que maintenant, on est capable de reconnaître toutes sortes de nuances, etc. Et pour aujourd'hui, on est à un taux de reconnaissance autour de 95%. Ce qui n'est pas génial, par ailleurs, 95%. Pourtant, on se dit 95%, c'est bien, quoi. Enfin, oui, mais le problème dans toutes les technologies... Quand on a 95 sur 100 au bac, c'est bien, quoi. On est plutôt content. Moi, j'étais loin de ça. Hein. Mais pour qu'une technologie soit réellement seamless et qu'elle rentre dans les mœurs, 95%, on est encore à un niveau de frustration. Aujourd'hui, quand je parle à mon Amazon Echo, que je déteste... Ça, c'est fait. Mais pourquoi tu détestes Amazon Echo ? Il y a une chose que je déteste dans Amazon Echo, c'est la voix de la bonne femme. Je pense que si on doit avoir ce genre d'assistant à la maison, c'est un peu comme des majordomes ou des gens de maison ou un pet ou quelque chose. Or, ils ont mis dans Amazon Echo la voix d'une espèce d'institutrice acariâtre qui répond avec ce petit ton poli qu'ont les Américains quand ils vous détestent et qui reste aimable, enfin, genre hôtesse de l'air d'une compagnie aérienne américaine. Et donc... elle est détestable. Enfin, cette bonne femme est détestable. Je déteste lui parler, je déteste son ton, etc. Donc, comment je vais vivre avec ce truc-là ? Il y a un truc qui est étonnant chez Amazon. J'espère que Apple va faire mieux. C'est que c'est absolument déglamourifié. L'approche que nous avions sur Nabastag, je vais me lancer des fleurs, je veux dire que si on va avoir un animal ou quelque chose, un assistant personnel, lui donner du caractère, lui donner une personnalité, c'est quelque chose avec lequel on vit, ça devient un membre de la famille et c'est pas un robot. Et c'est pas genre un guichet de la poste auquel on demande des choses. Donc cette neutralité est, à mon avis, un vrai problème pour l'adoption au-delà de la reconnaissance. Bon, par ailleurs... le manque d'humanité que peut avoir encore aujourd'hui des robots qui sont derrière tout ça, il faudrait le compenser par une voix sympathique, chaleureuse, en fait. Voilà, si au moins c'était une voix synthétique, c'est-à-dire que c'est une voix dite de robot dans les films de... C'est-à-dire que là, on joue sur le côté robot. Non, la voix est parfaitement humaine, etc. C'est juste le ton. C'est un problème de casting. C'est un problème de casting, c'est un problème de trucs. Elle n'a pas d'humour, elle est détestable. Vraiment. Et donc, du coup, on se défoule dessus. Je trouve que Google Home, elle est plus sympa. Elle est un peu enjouée, elle est un peu dynamique. Ok, d'accord, on va vous lancer, on va vous appeler Rihanna. Non, surtout, n'appelle pas Rihanna. Enfin voilà, il y a un truc, elle est un peu sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Eric. C'est très intéressant d'ailleurs, cette conversation sur la personnalité des assistants numériques et la voix qu'ils peuvent avoir. Justement, Google a beaucoup évolué là-dessus. Quand ils ont lancé leur première ersatz de ce qui est aujourd'hui assistant, ils avaient bien fait en sorte de ne pas lui donner de personnalité. Justement, que ce soit une machine qui réponde à la moindre de vos questions. Sans problème, voilà. Que ce soit automatique et complètement, vraiment qu'on sache qu'on quelque chose de fonctionnel, basta. Quoi. Voilà. Et avec Google Home et avec Assistant, ils ont voulu changer ça, évoluer vers quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'a essayé de faire Apple aussi avec Siri. Hein. Siri, quand Apple a lancé Siri, effectivement, ils ont vraiment insisté sur le côté. Elle a une personnalité. En plus, elle est personnifiée en tant que femme. C'était quelque chose on peut choisir. On peut choisir, oui. Mais Google a beaucoup évolué sur Google Home. Et donc, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vendent quand ils font leur petit marketing autour de leurs produits. C'est ce qu'ils racontent. C'est raconte-moi une blague, c'est des petites blagounettes. Est-ce que tu es ch'ti, tout ça. C'est pour montrer que ce produit a une personnalité. Alors qu'en vrai, je suis assez d'accord avec Rafi là-dessus. Quand on commence vraiment à lui parler, il est finalement c'est détestable parce que la réponse qu'on a le plus souvent, c'est malheureusement, et c'est là qu'on retrouve les 95%, il y a toujours 5% de trucs qui ne marchent pas, c'est que très souvent on nous répond quand même, je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que vous me demandez. Allumer les lumières de chez moi, il faut que ça marche 100% du temps. Ça ne peut pas marcher à 95% du temps. Sinon, ça ne devient pas un truc réel de la vraie vie. Ça devient un truc de geek où on essaye de se projeter dans la vie d'après. Mais 95%, c'est pas assez. Pour moi, je vois ces produits comme un majordome, vraiment presque une aide à la personne. Il faut que ça marche à chaque fois. Le majordome, il faut vraiment que. Moi, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté aide, majordome et autres. C'est pour moi l'idée de base. Donc, ça va fonctionner à chaque fois. Il n'y a pas de sollicitation qui ne devrait avoir justement un. Mais est-ce que ce pourcentage progresse, Rafi, d'année en année ou est-ce qu'on est bloqué à 95 ?
Je pense que le plus difficile, c'est les 5 derniers pourcents. C'est tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui fait des progrès phénoménaux. C'est vrai que quand on parle de rien et qu'au début, c'est très très facile de faire les 95 premiers pourcents, de faire une voiture qui se conduit toute seule à 95%, on se dit waouh, 95%. Mais il faut que ça soit à 99,19 pour qu'elle soit conduisible. Et c'est pareil avec ce genre de truc. Surtout que leur fonction à elle, c'est justement de briser toute aspérité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à sortir mon téléphone, d'appuyer sur le bouton, etc., j'enlève tous les frottements et je rentre chez moi et je dis mets-moi de la musique, allume la lumière, serre-moi une bière. Et ça doit le faire, c'est ce côté seamless. Quand Harrison Ford rentre chez lui et que tout se met en route parce qu'il le dit de façon vocale, c'est Blade Runner. C'est des trucs dont l'ambition, c'est de devenir totalement transparente et seamless, et qui aujourd'hui sont d'une rugosité absolue. Mais parce que il faut laisser la technologie progresser. Non, c'est sûr, mais on n'y est pas. On n'y est pas aujourd'hui. Donc en fait, ça veut dire que les Google, les Apple, les Amazon sortent des produits trop tôt aujourd'hui. Non, je pense que de toute façon, il faut bien que ça commence quelque part. On a tous eu des ordinateurs, enfin moi en tout cas, dans les années 80-90, ça faisait pas le quart du tiers de ce qu'on fait aujourd'hui, ça marchait à peu près. Enfin, il faut bien que ça commence un jour. On a toujours l'impression que on va tout de suite sortir des produits parfaits. Non, ça c'est compréhensible. Mais il faut dire ce qui est aujourd'hui avec les prétentions qu'ont tous ces gens-là et sont absolument survendus. C'est un gadget encore aujourd'hui ? Oui, j'aime pas trop le mot gadget parce que, je sais pas, pour moi, une perceuse, c'est un gadget, un truc dont on se sert 7 fois dans sa vie. Ça sert à faire des trous, quand même, une perceuse. Oui, mais on fait 7 trous dans sa vie. Moi, on m'a offert un pour mon mariage il y a 30 ans. Je m'en sers jamais. Il était sympa, ton pote, qui t'a offert la perceuse pour ton mariage. C'était mon beau-père. Sur les produits, François, je peux dire un truc sur les produits pour venir se dire, Rafi, là, quand même, je suis comme toi, je suis allé au CES, à l'IFA de Berlin. Alors, moi, il y a un truc qui m'a épaté, c'est qu'en fin de compte, on est sur beaucoup de stands de fabricants, on s'aperçoit qu'il y a du matériel qui fonctionne avec ce type d'intelligence artificielle. Et on a l'impression déjà que ça commence et que c'est déjà saturé. C'est-à-dire que déjà, il y a tout le monde qui veut se mettre à toute vitesse, comme si c'était un énorme gâteau au chocolat, tout le monde veut la part tout de suite. On arrive sur des trucs où il y a 45 000 matos qui se ressemblent tous, qui font la même chose. C'est difficile de lancer un truc avec déjà une saturation. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais c'est déjà saturé. Moi, ce qui m'inquiète en plus pour ce genre de produit, enfin, ce qui m'inquiète pour eux surtout, c'est que lancer trop tôt un produit, c'est pas peut-être le risque de voir que les gens vont s'en désintéresser très vite. C'est vrai que Google le dit lui-même, parce que Google, quand Google Home ne répond pas à une question, il vous dit j'en apprends tous les jours. Donc en fait, c'est finalement on achète pour 150 € à peu près un espèce de produit en bêta. C'est vrai, c'est une bêta, et à chaque fois que vous vous adressez à Google Home, vous l'enrichissez. Un peu comme même un être humain. Un peu comme un enfant. C'est un être humain. L'être humain, il va s'enrichir au fur et à mesure. Mais non, là-dessus, j'ai rien à dire. C'est un être humain. Il va apprendre. J'en apprends tous les jours. Tous les jours, j'en apprends. Pour ça, c'est formidable. Qui s'appelle Google et qui fait beaucoup d'argent avec nos données aussi. C'est vrai, je suis d'accord. Oui. Mais ceci dit, moi, ce que tu dis sur ce que tu as vu à l'IFA, ce que j'ai vu de loin, une saturation déjà. Et en fait, moi, j'ai un peu peur que tous ces produits-là, dans ils 6 se mois, phagocytent, ils vont se bouffer entre eux, et le public en face, il va dire mais je fais quoi au milieu de tout ça? Ils vont se bouffer entre eux, il y en a trop déjà. Peut-être que les gens vont être déçus en plus quand ils vont les avoir, parce que finalement, comme on dit, ils sont pas parfaits, loin de là. Il faut bien le savoir avant de l'acheter. C'est bien ce qu'on a dit, nous. On le dit régulièrement sur 01net. Ils sont loin d'être parfaits. Mais c'est évolutif, c'est ça qui est bien. Ils vont apprendre, ils vont évoluer. Moi, je suis d'accord. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est le problème de la reconnaissance vocale. On n'y est pas. Et là, je pense réellement qu'on va faire des progrès, peut-être arriver à quelque chose de décent. C'est-à-dire comprendre ce qu'on dit. Comprendre ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, et que ça soit justement, c'est arriver à ce truc qui soit transparent et seamless. J'arrive, je marmonne en lui disant mets-moi Rihanna comme ça, et ça joue Rihanna, ça c'est possible. Mais le deuxième truc, c'est les usages et les choses qu'ils prétendent vouloir faire et qui sont censés remplacer d'autres usages auxquels je ne crois pas du tout. Il y a un combat entre Amazon aujourd'hui et Google associé à Walmart sur le shopping en ligne qu'on est censé faire à la voix. J'y crois pas 2 secondes. Je vois pas le cas d'usage où on va se tourner et dire à la cantonade commande-moi à manger. Puis là, il va t'embêter. Ça va jamais marcher. Livre un 38 tonnes. Sauf s'il te dit qu'est-ce que tu veux manger.
Oui, mais après, je vais me lancer dans une explication de je veux une pizza, etc. Exactement. Toute chose que sur mon iPhone, il y a des choses qui visuellement sont beaucoup plus efficaces parce que je vois directement ma boîte de persil 5 kilos avec assouplisseur, etc. Je le reconnais tout de suite, etc. Ça, en vocal, c'est une voix acariâtre qui me dit « Voulez-vous du persil 5 kilos, etc. » ou « Dans quel conditionnement le voulez-vous » C'est totalement inefficace. Ça devient encore plus laborieux que de sortir son téléphone. Mais ce qui est dingue, c'est que exactement ça. Amazon a sorti Echo au départ, hein, Eric, pour ça. C'était avant tout un produit pour acheter sur Amazon. Mais parce que alors, Amazon, l'objectif, c'est de vendre un maximum de choses. Amazon, là, si vous voyez, le dernier produit qui bénéficie d'Alexa qu'ils ont lancé a un écran, justement. Voilà, justement, ce qui est un aveu d'échec. Ce qui est un aveu d'échec, ouais. Et ils ont lancé un. Donc ça se rapproche finalement d'un ordinateur. Et puis ils ont autre traditionnel. chose pour commander. Ils ont le dash button, hein, qui est un truc encore plus simple où tu appuies sur un bouton. Oui. Quand tu n'as plus de thé Lipton, tu appuies, baf, et le lendemain, tu en as un qui arrive. Oui. Quoi. Alors que là, dire le nom du produit, c'est déjà très long. C'est clair. Donc, on en vient. Moi, il y a deux sujets que j'aimerais évoquer. Un, est-ce que c'est véritablement l'interface du futur, à votre avis, la reconnaissance vocale? Est-ce que demain, notre maison sera régie par la reconnaissance vocale ou c'est un fantasme? Je pense que pour certains usages, et en ça, Apple l'a fait très bien, c'est très approprié. Je pense que quand Apple parle du HomePod, ils insistent beaucoup sur la fonction musicale, plus que sur les autres fonctions qui sont, je vais consulter Wikipédia sur mon enceinte, ce qui paraît absurde. Parce que c'est vrai que pouvoir dire à son enceinte « joue-moi ma playlist best », c'est beaucoup plus efficace que l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui avec une Devialet, par exemple. Devialet, je trouve ça foireux, mais bon. Non, pourtant, c'est français. Non, mais je suis d'accord, mais en termes d'expérience, écouter de la musique sur une Devialet, c'est je rentre à la maison, je sors mon iPhone, je vais dans les settings de mon iPhone, je fais un pairing en Bluetooth, c'est-à-dire que je mets les mains dans le cambouis pour faire démarrer la machine. Une fois que je fais ça... Mais ça marche en Wi-Fi aussi, Devialet, je crois. Oui, mais c'est pareil. Tu sors ton non, téléphone. là, je trouve que tu es un peu dur, parce que Devialet, le son est excellent quand même. Alors, ça coûte un Mais bras. ça reste de la monophonie à 2000 € les enfants. Non, mais je suis d'accord sur le fait que le son est excellent. Mais l'expérience aujourd'hui... C'est plutôt l'expérience utilisateur. C'est l'expérience utilisateur. D'accord. Ce qu'il faut arriver à décrire, c'est le type qui rentre chez lui, qui s'affale dans un fauteuil, qui fait ça et il y a de la musique. Avant, quand on écoutait des CD, on rentrait chez soi, on appuyait sur Play et il y avait de la musique. Et ça partait tout de suite. Mais c'est ça que je veux. Je veux pas le Mais Google Home, ça marche très bien pour ça. On reprend notre Rihanna, qui franchement, je vois, est écoutée par tout le monde ici. Non, pas moi, non. Voilà, c'est pour ça. Je me disais, Eric, c'est quand ma même. sœur. C'est pas tout à fait la musique qui doit écouter Rihanna. Mais donc, quand on est sur le canapé, moi, je dis, voilà, OK Google, lance-moi Rihanna. Il me lance Rihanna. Si par exemple, je lui dis même un titre, il va reconnaître le titre, il va me lancer le titre. Voilà, mais en revanche, moi j'ai un Sonos à la maison, j'aimerais bien dire à mon OK Google, lance-moi Rihanna sur mon Sonos. Et ben non, là ça marche pas parce que Sonos et Google n'ont pas discuté entre eux. Et pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant, mais peut-être que ça va venir. Ça va venir. Mais disons que ça c'est le genre d'usage où ce côté seamless, d'abord de casser cette chaîne de trucs qui sont que je dois pairer mon téléphone ou mon iPad avec mon enceinte Bluetooth pour ça, il faut le faire une fois, hein, malgré tout, parce que c'est vrai que voilà, pour connecter ces lampes U, il faut le faire une fois. Il faut dire à Google Home, j'ai des lampes U, il va falloir que tu les détectes. Alors moi, j'écoute ma musique en Bluetooth sur mon Devialet. Chaque fois que je reviens, je rétablis la connexion. T'as quand même un Devialet, alors. J'ai quand même un Devialet, mais tu le charges Devialet, mais t'en as un quand même. Non, mais le son est excellent. C'est l'utilisation. Mais c'est l'expérience utilisateur. Avec Devialet, alors. Donc Ouais. Mais je pense qu'écouter de la musique, c'est un truc... Enfin, il faut décrire l'expérience d'écouter de la musique qui est je m'affale dans un fauteuil et je veux qu'il y ait de la musique et je veux pas passer mon temps à établir un appairage et que si je sors du truc avec mon téléphone, soudain, ça coupe. Soudain, je reçois une notification, ça coupe la musique pour jouer de l'autre truc. En même temps, Rafik, quand vous êtes dans votre voiture et que vous avez appairé votre smartphone pour avoir une communication, vous rentrez dedans, vous le réappairez votre smartphone dans la voiture pour réavoir le système
J'ai pas de voiture. Et voilà. Ah ben voilà. Voilà, j'ai dit un truc, j'ai foiré. J'ai foiré Hollywood, tu peux rien, Rafi, tout est confuse. Mais C'est en- ça, il faut rire. mais en tout cas, Tout mis dans le effectivement, prix de la Devialet. Donc c'est sans doute l'usage le plus utile du Google Home, hein, parce que moi je le connais surtout Google Home. Effectivement, c'est lancer de la musique quand on rentre chez soi, ça marche très bien, sauf quand on écoute des groupes de black metal norvégien, par exemple. C'est assez compliqué de lui donner, Le un black nom. metal norvégien. Mais Ouais. je pense qu'un jour, avec Eric, il faudra qu'on fasse un spécial de quoi je me mêle sur la musique qu'il écoute. Vous allez voir. C'est assez terrible. Là, je pense qu'on va bien rigoler. Et non, mais oui. ce que je veux dire, c'est que du coup, il ne reconnaît pas effectivement tous les noms de groupes qu'on peut lui donner. Il ne reconnaît pas tous les noms de playlists qu'on peut lui donner. Mais effectivement, c'est assez génial, et ça marche très bien auprès des potes aussi, de pouvoir dire OK Google, allume Spotify et mets-moi tel artiste. Mais c'est pour moi limite presque le seul usage que j'ai aujourd'hui avec ce produit. En Mais fait. est-ce qu'on peut parler d'un truc, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, du fait qu'il y ait plusieurs systèmes différents? J'allais Parce y que, venir. autant pour moi, Non, je non, savais mais pas. c'est- Parce que moi, vas-y, c'est ce qui vas-y. me choque. C'est en effet en baladant encore à l'IFA, en parlant avec les gens, parce que j'aime beaucoup parler avec les gens quand je suis dans les salons. Et les gens Ça, se pointent, on sont s'en allés doutait sur. pas du tout. On s'en doutait pas. Je suis un mec qui aime parler. Et je suis allé devant le stand Onkyo, grande marque quand même. Et Onkyo avait des enceintes avec des logos en haut, en grand. Il y avait marqué, d'un côté, il y avait marqué Siri. De l'autre côté, il y avait marqué Alexa. De l'autre côté, il y avait marqué Google machin truc. Et il y avait presque le même produit avec plusieurs systèmes. Les gens ont dit, mais on comprend pas. Et c'est vrai, je pense qu'à un moment donné, tout arrive en même temps dans tous les produits. Tout le monde. Mais je sais pas si tu as vu cette annonce. Je sais pas si tu as vu cette annonce, mais on va dire Amazon et Microsoft se sont alliés pour que Cortana puisse discuter avec Alexa justement. Ah, Donc il y a du voilà. progrès. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appeler. Alors moi je trouve que ça va être un peu compliqué quand même. On va pouvoir appeler Alexa depuis Cortana ou Cortana depuis Alexa et donc. T'es profiter- sûr de ça? Oui, oui, Rafi, ils ont annoncé ça il y a quelques jours. Parce que c'est. Comment ça va se passer là toi qui voilà, a une vision un peu historique de tous ces trucs-là. Google Home, Siri, Alexa, Cortana, bon, Orange qui se lance aussi là-dedans. On va, tous ces systèmes vont pouvoir coexister. C'est quoi Interopérabilité. comment ça va se passer à l'avenir? Il y en a un qui va gagner. gagner ou c'est encore le client qui va être obligé de choisir tel ou tel système? Mais je ne pense pas que ce soit la technologie de reconnaissance vocale qui va poser un problème, mais les systèmes qui sont derrière. C'est que quand je vais être sur mon enceinte Google Home, il va falloir que mes musiques soient stockées chez Google Music, comme aujourd'hui sur les trucs Donc d'Apple. c'est des paroisses, c'est ce que vous dites, c'est des paroisses. C'est des paroisses. Oui, mais c'est pas normal. Il y a le ce public. wall gardenisation Ah, mais le public là-dedans, de tout. Si j'achète un HomePod, c'est sûr que je ne pourrai écouter que Apple Music avec. Enfin, la probabilité que je puisse écouter Spotify. C'est exactement ce que je pense, c'est ce qui m'ennuie. Et donc c'est pas le problème de lui parler en Siri et de lui parler en Alexa, etc. C'est à quoi ça me donne accès derrière qui est très restrictif. Et justement, moi, je voulais revenir là-dessus. Il y a quand même une alliance entre Amazon et Microsoft sur les assistants vocaux. Et ils ont signé donc, un accord. Donc, on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Mais l'intérêt pour les deux, c'est que ça donne à Amazon l'accès à des millions de PC, puisque Cortana est embarqué dans les PC. Et ça donne à Microsoft l'accès à tout ce marché des assistants, on va dire, Amazon, qui ont été vendus par kilo aux États-Unis. Et voilà, il y a quand même des assistants vocaux qui vont pouvoir communiquer entre eux. C'est vrai que ça ne sera pas le cas d'Apple, ça c'est sûr. C'est pas le genre d'Apple de dire bah tiens ouais on va se rendre compatible. On va s'ouvrir. Ouais, on Non, va non, se rendre ça fait compatible plaisir. avec. C'est pour moi, ça m'a Mais enfin, cela dit, je trouve que Apple est un petit peu plus ouvert depuis que Tim Cook a pris les rênes. On a l'impression qu'il est moins. Un petit peu. Un Ouais. petit peu, un tout petit peu, mais, ouais. bon. Mais c'est vrai qu'on a Apple Music sur Android, par exemple, ce qui aurait été peut-être improbable avant. Mais... Est-ce qu'il faut s'inquiéter des données, de la sécurité des données, Rafi, sur toutes ces requêtes qu'on envoie est-ce qu'elles sont étudiées, décryptées Il faut s'inquiéter de tout ça en termes de données personnelles? Je ne sais pas. D'une part, ils ont besoin d'avoir tout ça pour améliorer la reconnaissance vocale, et c'est plus ils augmentent le sampling plus ça va poser de problèmes. Mais je sais que ça va être un vrai frein pour eux, par ailleurs. Aujourd'hui, la grande appréhension que moi j'entends un peu partout, c'est un micro ouvert chez moi en permanence qui écoute tout ce qui se passe chez moi. C'est quand même super, super gênant. Et toi, ça te gêne personnellement ou tu t'en fous? Moi, je m'en fous. Pourquoi? Parce que tu t'en fous que Google écoute ce que tu dis dans ta Ça cuisine? reste qu'une voix, c'est pas non plus une webcam en permanence. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que je me dis, mais pourquoi Google va écouter ce que j'ai à dire? C'est pas hyper intéressant.
Bon, Oui, si donc, j'étais par nature, je suis pas paranoïaque, donc Voilà. et je me dis que dans le tas de flow, etc., de ce que je peux dire et que l'énergie à mettre pour essayer de comprendre ce que je suis en train de dire et d'en faire quelque chose est absolument démesurée par rapport à l'intérêt de ce que je dis. Mais est-ce que Google enregistre tout? Parce que j'ai l'impression que Non. Google démarre quand je dis OK Google. En Ouais. fait. Non, ils n'enregistrent pas. Ils Alors, il faudrait effectivement avoir quelque chose qui sniffe les paquets de données qui transitent, mais a priori, non, ils n'enregistrent que les requêtes Ouais. qui commencent par OK Google. D'ailleurs, on a Donc, l'historique des requêtes sur l'appli. et vous pouvez aller Google. voir effectivement l'historique des requêtes sur votre dashboard Google. Elles y sont toutes. C'est un peu flippant d'ailleurs. Ouais, c'est un peu flippant. Rien que de voir ça, Quand c'est j'ai un vu peu ça, je me flippant. suis dit waouh. Ouais. Et c'est les mêmes d'ailleurs, comme que c'est la même chose que pour Google, parce que vous avez aussi Google Assistant sur les smartphones. Hein, c'est le même Ouais, principe. c'est la même chose. OK Google, d'ailleurs, il Mais n'y en a c'est pas pas qui plus s'activent. flippant que toutes les recherches Google qu'on a faites à la main. Voilà, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est la même chose. Mais par contre, non, et Google a même, parce qu'ils savent très bien que c'est là-dessus qu'on va les attaquer, ils ont même le seul bouton qu'on peut trouver sur le Google Home, je ne sais pas s'il y a le même sur Alexa, mais je suppose, c'est un bouton pour couper le micro. Je crois que sur le nouveau Alexa, il y a un bouton aussi pour couper le alors micro. c'est vraiment, ils l'ont présenté, quand ils l'ont présenté, vous voyez, on a mis un bouton pour couper le On- micro. on est bon élève, hein. Enfin, moi, je connais bien le sujet. En 2006, on s'est posé la question. C'est quand on a fait Oui, parce que Nabastag, Nabastag était le premier objet. il avait un micro, etc. Et la question, c'était est-ce qu'on laisse le micro ouvert, et c'est-à-dire qu'on peut écouter tout ce qui se passe dans tous les salons de gens qui ont des Nabastag. Et à l'époque, on avait considéré que ça, c'était intolérable, et il fallait appuyer sur la tête du Nabastag avant de lui parler. Ce qui allumait le micro, donc le micro était éteint par Mais malgré par tout, défaut. ça casse un peu l'expérience utilisateur. Parce Voilà. que si je suis de l'autre côté de la pièce, il faut que j'aille sur Nabastag, que j'appuie dessus pour qu'ils comprennent ce que je dis. Voilà, mais bon, à l'époque, ça nous paraissait absolument intolérable de dire Mais c'était il y a 11 ans, donc c'était il y a une autre époque. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réfléchirais, enfin, tu penseras à tout ça d'une manière différente. Non, et puis on a des scrupules quand on est une PME qu'on n'a pas quand on est un maître du monde. Donc, C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, concernant la reconnaissance vocale, on a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet qu'on aura l'occasion de remettre sur le tapis parce que Moi, je voulais juste ça- quand même ça évoque. faire un hommage au Nabastag, justement, parce que moi, j'étais un gros fan du Nabastag. Je profite que Rafi Aladjan Moi soit là. aussi, j'avais un Nabastag. Parce que moi, quand j'ai vu Google Home arriver, j'ai fait voilà, c'est le nouveau Nabastag en fait. et il n'a pas d'oreille. il est un peu moins mignon que le Nabastag. Il y a un autre truc qui lui manque par rapport au Nabastag, c'est que le Nabastag parfois nous parlait. On n'avait pas besoin forcément de lui demander quelque Oui, chose. ça c'était pour ma qu'il- grande déception. Moi je pensais qu'Alexa faisait ça au départ. Voilà. En fait, non. quand j'ai eu l'écho, et en fait c'est un truc où tu lui demandes et il répond. Et je sais que l'usage que les gens faisaient du Nabastag, c'était sa capacité à parler spontanément, Voilà, à sortir des petites notamment blagues. pour dire des conneries. Pour dire des conneries. Et ça, c'est génial. Et ça, ce n'est pas non plus dans Google Home. Ils ne veulent pas le faire pour l'instant. Je leur ai posé la question à Google. Ils s'interdisent pas de le faire à terme, d'avoir un assistant plus proactif. Mais c'est vrai que pour moi aussi, c'est une déception. C'était une des grandes qualités du Nabastag, c'est qu'il ponctuait votre journée de petites maximes, d'un peu de poésie. Voilà. Voilà, mais alors, je réitère ton hommage. Hein. On a dans ce studio le papa du premier objet connecté au monde. Voilà, c'est dit. J'ai mis les oreilles bien comme il faut. C'est dit. Voilà, ça c'est fait. Deuxième sujet dans l'actu que je voulais évoquer avec vous, les amis, c'est l'iPhone. Le 12 septembre prochain, voilà, on saura tous sur les nouveaux iPhones, peut-être aussi d'autres Tout ce qu'on ne sait produits. pas, Hein, voilà, tout ce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on aura des surprises. Malgré tout, c'est une grande soirée qui sera à suivre évidemment sur 01net TV en direct. Hein, la keynote que on vous commentera en temps réel. On sera même sur les box SFR cette année. Tiens, ça c'est une news assez intéressante. Si vous avez une box SFR, vous pourrez suivre la keynote de 01net TV. La question moi, que je me pose depuis toutes ces années, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois avant, on a énormément d'informations qui fuitent concernant ces nouveaux iPhones. Et je lisais même un article sur un site américain qui a remonté l'historique. Et en fait, il y avait déjà des analystes qui, en 2016, nous donnaient pas mal d'informations concernant ce nouvel iPhone qui sort dans quelques jours. Et la question que je me pose, comment Apple gère toutes ces fuites? Est-ce qu'ils les gèrent? Est-ce qu'ils sont, on va dire, bien victimes de tout ça parce qu'ils n'y peuvent rien? Rafi, je sais que évidemment quand tu as fabriqué tous ces objets, tu étais allé en Chine, forcément tu as vu un petit peu comment se fabriquer tout ça. Apple est confronté à ce problème. Est-ce que c'est une volonté de leur part de donner ces fuites ou est-ce qu'ils le vivent et ils en sont victimes? Enfin, ma théorie de la conspiration à moi, c'est de dire que s'il y a des fuites, c'est qu'ils veulent bien qu'il y en ait. Bon, ceci dit, les fuites sont très difficiles à contenir par ailleurs, mais mon opinion à moi, c'est que
c'est que ça arrange bien Apple qu'il y ait ces fuites. Que ça entretient à la fois ce mythe de Apple, c'est la société qui continue à faire des objets extraordinaires. On vit encore dans cette illusion que Steve Jobs est encore vivant et qu'à la prochaine keynote, il va monter sur scène et il va déclarer, il va annoncer l'iPhone. Et puis la prochaine fois, c'est l'iPad. Alors que là, en fait, ce qu'on nous annonce, c'est juste qu'on a gagné 1 mm d'épaisseur, que ça va être tout en vert et edge-to-edge, et le nombre de pixels de la caméra, etc., qui sont que des trucs marginaux. Donc, entretenir le fait de faire des fuites comme ça, c'est paradoxalement une façon d'entretenir cette illusion du secret qui est que c'est fantasme de la boîte très secrète qui va nous annoncer des trucs tellement incroyables qu'ils méritent le secret. Qu'on se précipite et qu'on fasse la queue devant le magasin pour l'acheter. Voilà, et quand on regarde ce qui a été révélé, bof, en fait, on le sait, et il n'y a pas de quoi maintenir le secret. Le secret est intéressant quand vous allez annoncer quelque chose qui va être un vrai pas en avant, un vrai game changer, un truc qui ouvre la voie à de nouveaux usages, etc. Or, la seule chose qui est annoncée pour cet iPhone, et qui n'est même pas dans l'iPhone, qui est d'ailleurs dans iOS, c'est ARKit et les usages en réalité augmentée, qui sont des nouveaux usages, des nouveaux trucs, et probablement le bridge qui va nous amener vers, là, peut-être le successeur de l'iPhone, les lunettes, etc. Pas tout de suite, mais dans un certain temps. Ça, c'est intéressant. Et ça, pour le coup, il n'y a pas eu de secret, puisque Tim Cook lui-même a dit que la réalité augmentée était importante. Ils ont annoncé ARKit. Donc, la seule truc qui était vraiment critique a été annoncé. Et là, on se bat pour dire qu'il va y avoir la reconnaissance faciale, etc. Oui, bon, bof. Enfin, reconnaissance faciale, visiblement, Eric, assez poussée. Hein. C'est pas celle qu'il y a dans le Galaxy S8. Oui, on espère que la reconnaissance faciale du Galaxy S8, entre nous, c'est pas terrible. Enfin, elle n'est pas très sécurisé, ça marche bien, mais ça marche même pas très bien. Là, depuis quelques jours, j'essaye le Galaxy S8. Je suis assez déçu de cet appareil, mais bon, ce serait peut-être l'objet d'un autre débat. Mais on vous fait un bisou. Concernant Apple, oui, effectivement, ce serait effectivement une nouveauté. Mais effectivement, comme dit Rafi, est-ce que c'est si important que ça de savoir comment on déverrouille son iPhone? Non, mais vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas regarder 0net TV mardi soir pour la keynote avec toutes ces annonces. Effectivement, je pense qu'il y aura quand même des choses intéressantes. Et d'ailleurs, en fait, les gens s'occupent beaucoup de design aussi. Apple n'a pas rafraîchi son iPhone depuis, si je ne m'abuse, 2014. C'était l'iPhone 6. C'est l'iPhone 6, voilà. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un vrai nouvel iPhone. Et là, c'est les 10 ans de l'iPhone. Donc c'est quand même, a priori, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de buzz autour de... C'est quand même les 10 ans. Ça fait 10 ans pile que l'iPhone, le premier iPhone est sorti. Donc effectivement, il y a quand même une attente sur comment ils vont, à leur tour, essayer de réimaginer ce produit qui les avait rendus si riches, alors que maintenant, ils se font quand même sacrément concurrencer par des marques qui font des beaux téléphones, beaucoup moins chers. Voilà, donc il y a quand même une attente sur... alors peut-être que c'est un délire de journaliste tech, parce qu'on aime bien ce rendez-vous annuel, mais je pense quand même que ce produit-là, qui est quand même l'un des smartphones les plus vendus au monde, est attendu par tous les gens aussi qui veulent se rééquiper, qui attendent ces produits, etc. etc. On ne peut pas dire que... Oui. Alors, mais c'est vrai que d'un point de vue techno, il ne faut pas s'attendre effectivement à une folie, à part à AirKit, je suis d'accord, à une folie des nouveaux usages. Rafi, j'avais une question. Est-ce que dans ta longue carrière high-tech, tu as eu l'occasion de travailler avec Apple ou pas ? Non, pas. Enfin, sur des questions d'appli, de choses comme ça. légitimation d'Apple, ou d'acceptation dans les magasins Apple, enfin ce genre de choses, mais c'est assez périphérique. Quand Apple lance l'industrialisation, la fabrication de millions de téléphones, parce que c'est quand même un truc incroyable là sont en train de se fabriquer tous les jours des centaines de milliers de nouveaux téléphones. C'est pour ça que je reviens aux fuites. Est-ce que ces fuites-là sont, on va dire, impossible à gérer finalement pour Apple, parce qu'à partir du moment où vous avez des centaines de milliers de personnes qui assemblent des téléphones, vous avez des accessoiristes qui sont derrière aussi, qui veulent les premiers, les moules, les tailles, les form factors des téléphones pour après être le premier à tirer et à sortir les accessoires. On peut dire pour Apple, c'est impossible à gérer, non ? Même s'il le voulait. Est-ce s'il voulait, il pourrait arriver à gérer ces fuites-là et à les empêcher ?
Je pense que ça devient de plus en plus difficile parce que le montage des téléphones devient de plus en plus difficile. Le sourcing des composants devient de plus en plus difficile. Et donc mettre en œuvre de plus en plus de gens. Et je pense que ça devient plus difficile à contenir. Il y a même un département sécurité chez Apple, j'ai vu ça. Tim Cook a embauché des gars Ouais. qui sont là pour gérer, pour enquêter d'où viennent les fuites. Mais C'est un truc de oui, dingue. c'est pour ça que je voulais dire, c'est qu'on dit est-ce que les fuites sont organisées par Apple? Il y a eu des fuites organisées par Apple, c'est clair. Il y a eu mais quand cette on histoire voit de HomePod là, avec le firmware. Ouais, alors ça, je oui, sais pas si mais c'est une boulette ou si c'est une je sais pas fuite. si hein, t'as parce suivi que- Je dirais ça, plutôt, mais j'opte pour la boulette. Ouais, moi aussi. personnellement, mais je te dis franchement, j'opte pour la boulette. Quand j'ai vu ça, c'est un peu too much. C'est un peu, C'est un peu too much, là, quand même. qu'Apple Ouais. n'a pas envie qu'on aille fouiller dans son code. Franchement. C'est pas quelque chose. Non, c'est pas dans leur. c'est C'est pas dans leur l'ADN culture, d'Apple. non, C'est pas dans l'ADN on est d'Apple. d'accord. C'est la boulette, ça. C'est la boulette. la le truc boulette. est parti C'est comme pas la ça. première boulette qu'ils font de ce genre. Ouais. Mais il y a eu des fuites organisées par Apple par le passé. Moi, je me souviens d'une qui était absolument mémorable. C'était dans le Wall Street Journal, je crois. C'était juste avant la présentation de l'iPad. Le Wall Street Journal balance le prix de l'iPad. L'iPad sera commercialisé $1,000. Donc tout le monde, y compris nous, le Wall Street Journal, source éminemment sérieuse, Bien sûr. balance on cette fonce. là. Rien. Évidemment, on sait que Apple et le Wall Street Journal ont déjà vu par le passé quelques petites accointances. Et quand Steve Jobs présente l'iPad enfin, qu'est-ce qu'il dit? L'iPad coûte $500. Et là, évidemment, tout le monde se lève, parce que tout le monde savait déjà. Donc, ils ont organisé une fausse fuite, clairement, pour que Steve Jobs puisse avoir son petit effet en présentant un iPad 2 fois moins cher à la conférence. Ça, c'était Ça, c'est du très marketing, en fait. c'était très très bien vu, et effectivement ils ont endormi le Wall Street Journal, source pourtant éminemment sérieuse. Ça, c'est typiquement une fuite que peut organiser Apple, mais en vrai il n'y a pas beaucoup de fuites que je pense organiser Apple. Le département sécurité que tu évoques, quand même, il y a les gens qui travaillent dans les usines Apple en Chine, ils sont scannés à l'entrée, à la sortie, et ils sont soumis à une discipline de fer pour éviter qu'ils se ramènent avec un smartphone et qu'ils puissent prendre des photos du truc. Ouais, Les mecs gens sont pratiquement à poil, quoi. Quand ils il y a arrivent, une culture d'entreprise chez Apple qui est quand même celle du secret. On essaye de voilà, les gens bossent en silo et qu'il faut pas absolument pas trop qu'ils communiquent entre eux pour éviter de savoir quel est le projet du voisin, etc., etc. Non, Apple, je pense pas organise des fuites quand ça l'arrange vraiment. Mais là, je pense qu'ils auraient préféré honnêtement qu'on découvre qu'ils travaillent sur des nouvelles technologies, etc. Bien sûr, mais je pense qu'ils auraient préféré qu'on découvre leur magnifique iPhone à leur conférence et que ce soit un spectacle fabuleux. Parce que là, en fait, tout le monde l'a déjà vu. On sait quand même. oui, Il y a la même des plupart gens. spécificités techniques. On connaît sa tronche, on connaît ses spécificités techniques. Donc finalement, la surprise, elle est moins là, ça c'est sûr. Pépé Et- Non, mais c'est ça, je veux dire. Mais en même temps, je reviens sur tout ça. Je pense qu'avec l'échelle, la dimension d'Apple, je vois pas comment on peut bloquer, malgré tout, des fuites qui viennent de l'usine quand on fabrique Bien sûr. des millions. Tu dis que les gens ne parlent pas entre eux. Bah, les gens, ils peuvent rentrer, y avoir Internet et lâcher un truc. Non, bien sûr. On sait jamais ce qui peut se produire. Bien sûr. Il y a des trucs organisés. Je veux bien que toutes les marques le font. Mais globalement, je crois que c'est plus gérable. Avec le monde actuel où nous vivons comme dans un monde hyper connecté. Qui peut arriver à gérer tout le flot d'informations? C'est impossible. Moi, je crois que quelque part, ça les arrange, mais quelquefois, il y a des boulettes aussi. Mais pour répondre à la question de base, je pense que maintenant ça devient ingérable qu'il n'y ait pas de fuite. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de fuite. Et ça part tout petit peu. Des millions Oui. d'exemplaires qui Donc- sont fabriqués, emballés, stockés dans des containers. Et peut-être que des qui gens attendent ont de prendre déjà. l'avion le jour où Voilà. il faudra les livrer. Donc ça va être compliqué Ouais. de garder tout ce secret. C'est pas, clair. on ne peut Et pas. puis il y a c'est clair, c'est de plus en plus compliqué et il y a de plus en plus de fuites. Moi, je me souviens des premiers iPhones où on était là toujours pareil à essayer de savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le nouvel iPhone. On avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a carrément le produit en modèle 3D sans Et problème. plus d'informations. Mais il y a Parce que le plus monde a d'enjeux changé aussi. C'est qu'au aussi. début, le premier iPhone, le premier iPad, il y avait cette possibilité de secret, mais Ouais, parce ouais. que ça intéressait personne. Mais aujourd'hui, c'est c'est vrai. un tel enjeu C'est vrai. que tout le monde a envie de savoir et qu'il doit y avoir un incentive à racheter des tuyaux à celui qui fait des fuites, qui fait arriver à faire fuiter un truc qui Rafi, on sent comme une mesure comme d'avant. Juste une dernière question pour conclure. Bon, alors voilà, cet iPhone, tu n'as pas vraiment l'impression de l'attendre. Tu es utilisateur d'iPhone, tu en as un qui est Oui. sur la table. Tu attends cette prochaine édition avec beaucoup d'impatience ou pas, finalement? Oui, parce que celui-là rend l'âme, donc je dois le changer. Donc oui. C'est dingue parce Mais- qu'on a toujours l'impression que les iPhones rendent l'âme juste avant que Apple annonce le nouveau. Voilà. C'est bizarre, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, je trouve que c'est un 6S, il n'est pas très très vieux. Non, en plus. Et Donc tu attends malgré Il tout doit ce le nouvel savoir. iPhone. Il doit savoir Oui, qu'il y et a pas parce qu'il fait ceci ou cela, ou parce que. D'accord. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être
très difficile à utiliser. Je pense que le chargement sans fil, c'est pas très bien. Enfin, quand on a des cordons un peu partout dans la maison pour charger son iPhone, du coup, on se retrouve à racheter plein de câbles et de racheter des chargeurs un peu partout. Ça, c'est très pénible. Sauf si on a des meubles Ikea qui, pour certains, sont équipés de systèmes à induction pour recharger. Voilà. J'espère qu'ils seront compatibles Apple. Mais... Alors visiblement, Apple aurait choisi d'avoir un système ouvert qui serait compatible avec plusieurs systèmes de chargement par induction. Mais bon, on va voir. C'est le mot, gentil. C'est gentil. C'est cool. Mais aujourd'hui, on peut charger son téléphone dans un avion avec des prises USB normales. Quand est-ce qu'ils vont équiper tous les avions pour recharger son téléphone? Ça, c'est pas gagné, c'est sûr. Non, mais parce qu'en plus, il y a un truc tout bête, c'est que quand vous posez votre téléphone et qu'il charge par induction, on peut pas l'utiliser. Alors que quand on le branche sur un câble et qu'on l'a, on peut l'avoir à la main, on peut continuer à s'amuser avec. C'est quand même assez... D'ailleurs, beaucoup de téléphones ont déjà cette charge à induction. C'est pas une grosse nouveauté, mais c'est pas non plus un usage qui a énormément les gens décollé. ne se jettent pas dessus en disant je vais le poser. Ils ont besoin d'avoir le téléphone quand même. Ouais. Ils ont besoin de l'avoir. Et la reconnaissance faciale, je trouve que c'est... Une charge carrément sans fil. Dans ce cas-là, ça serait l'avenir. Ça peut exister, ça, à ton avis, une charge sans fil? Oui, une année au CES, il y avait une boîte qui montrait ça. Il y avait deux boîtes qui montraient ça, mais c'était il y a 3-4 ans. Oui, il y a 3-4 ans. J'ai vu le truc, depuis j'en ai pas entendu parler. Je pense que quelqu'un est mort à côté du truc. Mais je vois que ça, parce qu'à un moment donné, tu dis la charge sans fil. Moi j'étais là, je suis presque arrivé. Ils se sont rendus compte de plomb, quoi. Ça marche bien votre truc quand même. Ils se sont rendus compte que ça avait micro-ondes aussi. C'est ça le problème. Moi je suis resté à distance du truc. C'est un peu embêtant quand même. Moi-même j'avais peur. Donc je me suis dit bon, c'est pas gagné. Mais ça existait. Je faisais ça en Wi-Fi en plus. Oui, c'était du Wi-Fi qui rechargeait ton smartphone. T'imagines le micro-ondes quoi. Et les mecs c'était là. Bon, Rafi, tu vas quand même suivre la keynote sur 01net TV quand même, si tu es dispo. Oui, parce qu'il y a un truc qui est intéressant dans les keynotes d'Apple, c'est est-ce que depuis la dernière fois, ils ont innové dans les superlatifs et les adverbes? Mais c'est toujours amazing. Mais c'est toujours amazing, etc. Et ça, ils refont toute la techno, mais ils ne rechangent pas les... Non, c'est 33% plus fun. Best iPhone ever. Et ce sera le meilleur iPhone qu'ils ont jamais fait. Amazing experience. Ce qui est évident, je veux dire, sinon... Évidemment. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? C'est énorme. C'est ça en plus. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Rafi, merci pour ce premier De quoi je me mêle, nouvelle version. C'était super cool de t'avoir. Vraiment. J'étais ravi d'être là. Un vrai plaisir. Et la porte est toujours ouverte. Tu seras le bienvenu. Ton analyse est pertinente, tout comme celle de Pépé Garcia, que vous connaissez bien sûr. Petite intervention sympa, parce que par rapport à Rafi, là quand même. Non, sincèrement, moi je vous découvre, je ne connaissais pas, je connaissais cette chose-là. Je n'avais pas rencontré le paternel, mais c'est absolument passionnant, je voulais vous le dire. Vous êtes passionnant. Et bien voilà. Pépé Power, donc lundi soir sur 01net TV. Et mon camarade Éric Le Bourlou, que vous retrouverez maintenant dorénavant régulièrement dans De quoi je me mêle, pour essayer d'apporter un petit peu plus de substance. On discute entre nous de sujets high-tech et j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup Éric. Merci. Ce De quoi je me mêle n'est pas terminé, il y aura toujours une deuxième partie. La deuxième partie c'est dans un instant. Que vous soyez avec nous en audio, vous ne touchez à rien, ça arrive. Et en vidéo, que ce soit sur 01net TV ou YouTube, ce sera avec Victor Jakimovic. Ces objets connectés qui ne servent à rien et qui sont donc indispensables. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.